En entrant dans une pièce et en réalisant soudain que le but initial de cette action s'est dissipé de la mémoire, ou lorsqu'ils sont confrontés à l'incapacité de se souvenir du nom d'une connaissance de longue date et qu'ils restent là, immobiles, avec une expression de perplexité sur le visage, de nombreuses personnes reconnaissent des expériences similaires. Peut-être avez-vous aussi remarqué que les dialogues deviennent de plus en plus difficiles à suivre, ou qu'il faut lire le même paragraphe de manière répétée, car les mots ne semblent plus rester gravés dans l'esprit. De tels épisodes, bien que souvent attribués à de simples erreurs embarrassantes, sont en réalité la preuve d'un processus plus profond qui se déroule dans le cerveau. Les ignorer peut avoir des conséquences futures inimaginables, en particulier pour ceux qui ont dépassé la soixantaine d'années. La peur qui hante la plupart des individus de cette tranche d'âge va au-delà de la simple perte d'objets du quotidien, comme les clés. C'est la peur d'une érosion progressive de son identité, d'une autonomie qui disparaît au point que les visages les plus aimés deviennent méconnaissables. C'est la peur de devenir un fardeau pour vos enfants, après une vie consacrée à les protéger. Et le plus cruel réside dans la croyance largement répandue selon laquelle un tel déclin est inévitable et qu'il ne reste plus qu'à attendre que le brouillard de la détérioration cognitive s'installe de manière irréversible. Mais que se passe-t-il si les conceptions traditionnelles sur le vieillissement et la perte de mémoire sont fausses ? Et s'il existait une méthode pour inverser ce processus, en retrouvant l'acuité mentale autrefois présente, grâce à un exercice qui ne nécessite pas plus de 60 secondes par jour ? La science qui sous-tend cette approche est si solide que des études ont démontré la capacité des programmes de formation à inverser au moins partiellement les déficits mnémotechniques associés au vieillissement chez les adultes de plus de 60 ans. Je suis le Dr Michael Kent, neurologue avec 23 ans d'expérience spécialisée dans la santé cognitive et les processus de vieillissement cérébral. Tout au long de ma carrière, j'ai vu des milliers de patients qui, lorsqu'ils entraient dans mon cabinet, avaient dans les yeux un désespoir silencieux. Ils rapportent de petits échecs quotidiens qui, une fois accumulés, génèrent une appréhension croissante, engagement oublié, récit interrompu par la perte du fil de la pensée, anxiété croissante face à la nécessité d'assimiler de nouvelles informations, le cerveau ne fonctionnant plus avec la même efficacité qu'avant. Ce qui m'émeut le plus, c'est de constater combien de ces individus avaient déjà capitulé avant même d'avoir entamé une quelconque résistance. Ils ont accepté sans conteste le mythe selon lequel le déclin cognitif serait une conséquence naturelle du vieillissement, comparable à l'apparition de cheveux gris ou de rides. Malheureusement, la société renforce constamment ce récit. Nous faisons des blagues sur les « moments âgés », nous nous adressons aux personnes âgées avec une lenteur et un volume exagérés, comme si leur capacité intellectuelle était déjà compromise. Peu à peu, les gens intériorisent cette idée, cessent de défier leur esprit, se replient sur des routines prévisibles et, paradoxalement, accélèrent le déclin qu'ils redoutent tant. Pourtant, les preuves scientifiques sont catégoriques, le cerveau humain possède une remarquable capacité d'adaptation et de transformation tout au long de son existence, un phénomène connu sous le nom de neuroplasticité, qui implique la formation de nouveaux neurones et de nouvelles connexions synaptiques. Réfléchissez à cette possibilité, même à 70, 80 ou 90 ans, le cerveau conserve la capacité de créer de nouveaux circuits, de renforcer les connexions préexistantes et de compenser les zones qui présentent des faiblesses. Le jardin de l'esprit ne doit pas nécessairement se faner à mesure que les années passent, il peut au contraire refleurir, à condition de recevoir des soins adéquats. Permettez-moi de partager le cas de Margaret, une patiente qui est venue me voir il y a 2 ans, à 74 ans. Professeure d'anglais à la retraite, elle a consacré toute sa carrière à travailler avec les mots et les idées. Cependant, lorsque je suis arrivée à mon bureau, je savais à peine lire. Il a rapporté qu'en ouvrant un livre, il s'est rendu compte qu'aucun contenu de la page précédente ne restait dans sa mémoire. Les conversations avec ses petits-enfants l'épuisaient, car elles lui demandaient un énorme effort pour suivre son raisonnement. En larmes, il a avoué sa crainte de développer une démence, comme cela était arrivé à sa mère. Nous l'avons soumise à des examens conventionnels, qui ont révélé des modifications compatibles avec son âge, sans gravité extrême, mais suffisamment pour l'inquiéter. Il s'attendait à ce que je lui prescrive des médicaments. Au lieu de cela, je lui ai appris le même exercice que je vais maintenant partager. Margaret était sceptique. Il a même ri et a déclaré qu'il cherchait une aide concrète et non des astuces. Cependant, le désespoir l'a amené à s'engager à faire cet exercice quotidiennement, pendant 60 secondes, pendant 1 mois. 4 semaines plus tard,
il est revenu au bureau. La transformation était évidente. Il bougeait avec plus de vigueur, faisait preuve d'une plus grande confiance. Il m'a dit qu'il avait repris la lecture avec plaisir, suivant les dialogues sans l'épuisement mental qu'il avait auparavant. Mais le plus important était le sentiment d'avoir retrouvé son essence. Le brouillard qui obscurcissait son esprit commença à se dissiper. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Margaret maintient la pratique quotidienne et possède une clarté mentale supérieure à celle observée lors de notre première rencontre. L'exercice en question est basé sur le principe de l'entraînement à double tâche, dont l'efficacité pour améliorer la fonction cognitive globale, la mémoire, les fonctions exécutives et d'autres capacités mentales avancées chez les personnes âgées a été prouvée par la recherche. Le principe est simple, mais profond sur le plan neuroscientifique, combiner un mouvement physique avec un défi mental, forçant différentes régions du cerveau à fonctionner de manière synchronisée. Des études indiquent que cette approche améliore l'attention, la vitesse de traitement et les performances cognitives chez les personnes âgées. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de le faire différemment, en maximisant l'impact neurologique avec un minimum d'investissement de temps. Pour ce faire, recherchez un environnement calme et une chaise avec un bon soutien du dos. Asseyez-vous avec les pieds à plat sur le sol, écartés à la largeur des épaules. La posture est pertinente car elle favorise la circulation sanguine cérébrale. Restez droit, mais détendu, sans raideur. Inspirez profondément par le nez, retenez l'air pendant 3 secondes et expirez lentement par la bouche. Cette procédure prépare le système nerveux à une activité concentrée. Dans les 30 premières secondes, nous activerons simultanément le corps et l'esprit. Placez vos mains sur vos cuisses et soulevez lentement votre bras droit vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit parallèle au sol. Lorsque vous soulevez le membre, inspirez profondément par le nez, en comptant mentalement jusqu'à 4. Puis abaissez-le lentement en expirant par la bouche, en répétant le compte. Répétez immédiatement le mouvement avec votre bras gauche. La clé réside dans une exécution fluide et contrôlée, synchronisée avec une respiration délibérée. Ce n'est pas une question de vitesse, c'est une question de coordination et de concentration. La respiration profonde est essentielle car elle optimise l'apport d'oxygène aux cellules cérébrales. Les neurones sont extrêmement dépendants de l'oxygène et de nombreuses personnes âgées développent des schémas respiratoires superficiels sans s'en rendre compte. Parallèlement, le cerveau est stimulé pour intégrer mouvement et concentration, favorisant une véritable réorganisation fonctionnelle. La coordination des mouvements des bras active le cortex moteur et le cervelet, régions directement impliquées dans le contrôle et la synchronisation des gestes. Ce stimulus réveille des systèmes qui, avec l'âge, ont tendance à fonctionner en mode automatique, sans la même efficacité qu'auparavant. Après 30 secondes d'exécution de ce schéma respiratoire et moteur, la deuxième phase commence, dans laquelle réside le potentiel de transformation de l'exercice. Les mêmes mouvements et rythmes respiratoires sont maintenus, mais un défi cognitif supplémentaire est introduit. Lorsqu'il lève et baisse les bras, l'individu doit nommer à voix haute des éléments d'une catégorie spécifique. Cela commence par des catégories simples, comme les animaux par exemple. En levant le bras droit, on prononce « chien », lorsque vous le téléchargez, vous réfléchissez au mot suivant. En levant le bras gauche, on dit « chat », en continuant par « éléphant »,« tigre »,« lapin », etc., au fur et à mesure que les associations surgissent spontanément. L'efficacité de cette méthode réside dans l'exigence selon laquelle le cerveau coordonne simultanément plusieurs tâches complexes. Le système moteur régule des mouvements précis, tandis que le système respiratoire maintient un schéma spécifique d'inspiration et d'expiration. La mémoire de travail est activée pour rechercher des éléments au sein de la catégorie, le système linguistique produit la parole et les fonctions exécutives orchestrent l'ensemble du processus, assurant l'intégration harmonieuse de ces demandes. Des études démontrent que la combinaison de stimuli cognitifs multisensoriels et d'un entraînement physique effectué 2 fois par semaine peut réduire considérablement la progression du déclin cognitif associé au vieillissement. Cette approche à 2 tâches génère une activité neuronale plus importante que chaque composant seul, ce qui ressemble à la différence entre soulever un poids statique et effectuer un mouvement athlétique complexe impliquant tout le corps. Le composant de dénomination des catégories, en particulier, agit directement sur les processus de mémoire sémantique et de recherche d'informations, domaines fréquemment affectés par l'avancée en âge.
En obligeant l'individu à rechercher activement ses banques de mémoire tout en gérant la tâche physique, les voies neuronales qui relient les différentes régions du cerveau sont renforcées. Ce processus contribue à la construction de ce que l'on appelle la réserve cognitive, la résilience du cerveau face aux dommages et au déclin. Après 60 secondes, une pause est recommandée pour observer les sensations internes. Beaucoup rapportent un sentiment de vigilance et de présence accrue, comme si une lumière avait été allumée dans des zones auparavant endormies. Cette perception n'est pas illusoire, l'exercice favorise une augmentation significative de l'activité cérébrale, stimulant les réseaux neuronaux restés inactifs et intensifiant le flux sanguin, ce qui favorise la plasticité et l'adaptation. Cependant, un aspect fondamental est souvent négligé, l'efficacité de la méthode dépend de son application cohérente et progressive. Le cerveau, doté d'une remarquable capacité d'adaptation, s'adapte rapidement aux stimuli répétitifs, réduisant ainsi les bénéfices lorsque la routine devient prévisible. Le processus est comparé à l'entraînement en force, maintenir toujours le même poids et obtenir les mêmes résultats en cas de stagnation. La progression est donc essentielle. La première semaine, il est recommandé d'utiliser des catégories simples et concrètes, comme les animaux, les fruits, les couleurs, les meubles ou les villes, permettant au cerveau de s'adapter à la coordination physique tandis que la charge cognitive reste modérée. Une attention particulière doit être portée à la respiration, en veillant à ce que chaque cycle de mouvement corresponde à une inspiration ou une expiration complète. À partir de la deuxième semaine, le degré de difficulté augmente. Au lieu de grandes catégories, des sous-catégories plus spécifiques sont choisies, telles que les races de chiens, les types d'arbres, les constructeurs automobiles ou les pays européens. Alternativement, vous pouvez demander de nommer des mots commençant par une lettre spécifique, tels que « M », en conservant le schéma de mouvement et de respiration. Au cours de la troisième semaine, une composante arithmétique est introduite, comme compter à rebours à partir de 100, en soustrayant 3 à chaque étape, 97, 94, 91. Cette tâche est considérablement plus difficile, car elle nécessite un calcul continu. S'il y a une perte de séquence, recommencez simplement le décompte à partir de 100. Le but n'est pas la perfection, mais le défi lui-même, qui stimule l'adaptation cérébrale. À partir de la quatrième semaine, la créativité est explorée. Vous pouvez réciter l'alphabet à l'envers, nommer des personnages historiques, lister les présidents dans l'ordre inverse ou épeler de longs mots à l'envers. Le but est de maintenir le cerveau dans un état d'adaptation constant, en recherchant un équilibre entre défi et surcharge. Des erreurs courantes mais évitables compromettent les résultats. Le premier d'entre eux est la précipitation, la vitesse n'est pas le but. Des mouvements lents et délibérés, combinés à une attention concentrée, sont responsables des bienfaits neurologiques. Une exécution accélérée a tendance à compromettre à la fois la respiration et l'engagement cognitif. Une autre erreur courante consiste à effectuer l'exercice dans des conditions distrayantes. Regarder la télévision ou avoir des conversations parallèles pendant la pratique réduit son efficacité. Ces 60 secondes doivent être consacrées exclusivement à la santé cérébrale, sans interférence extérieure. Finalement, beaucoup abandonnent tôt, découragés par le sentiment initial d'étrangeté ou par l'apparente simplicité de la tâche. Le cerveau a cependant besoin de temps pour établir de nouveaux schémas. La persévérance est essentielle pour que les bénéfices soient consolidés. Les preuves scientifiques soutenant cette approche sont solides et convaincantes. La recherche indique que l'exercice physique améliore l'apprentissage et la mémoire, en plus d'atténuer les processus neurodégénératifs, tels que la maladie d'Alzheimer, grâce à l'amélioration de la neuroplasticité, qui implique des changements dans la structure et la fonction synaptique. Les essais cliniques démontrent que les personnes âgées qui suivent un entraînement combiné en matière de cognition et d'activité physique présentent des améliorations mesurables au niveau de la mémoire, de l'attention, de la vitesse de traitement et des fonctions exécutives. Une étude particulièrement pertinente a révélé que les interventions physiques d'une durée d'1 à 3 mois ont un impact significatif sur la fonction exécutive des personnes âgées. La durée de la formation est déterminante, il ne s'agit pas d'une solution miracle à court terme, mais d'un processus progressif, dont les effets, maintenus pendant des semaines, peuvent être profonds et durables. Les mécanismes neurologiques qui sous-tendent ces améliorations sont tout aussi fascinants.
En mettant le cerveau au défi avec une double tâche, il favorise la libération de facteurs de croissance tels que le facteur neurotrophique dérivé du cerveau, BDNF, qui agit comme un engrais pour les neurones. De plus, la connectivité entre le cortex préfrontal, responsable des fonctions exécutives et de la prise de décision, et l'hippocampe, essentiel à la formation des souvenirs, s'intensifie. La communication entre les hémisphères cérébraux gauche et droit est également améliorée. De tels changements se traduisent par des gains cognitifs tangibles dans la vie quotidienne. Pour améliorer les résultats, des stratégies complémentaires doivent être intégrées. L'hydratation, par exemple, joue un rôle crucial. Le cerveau est composé d'environ 75% d'eau, et même une légère déshydratation compromet les performances cognitives. Il est recommandé de boire un verre d'eau avant de faire de l'exercice, afin de garantir que les neurones fonctionnent dans des conditions idéales. Le sommeil, souvent sous-estimé, est un autre pilier fondamental. Pendant le repos, les souvenirs importants sont consolidés, les émotions sont régulées et les nouvelles connaissances sont intégrées aux expériences antérieures, processus essentiel à la neuroplasticité. Les personnes âgées ont besoin de 7 à 9 heures de sommeil de qualité par nuit. La privation chronique, même partielle, compromet les bénéfices de toute intervention cognitive ou physique. Enfin, les liens sociaux ne peuvent être ignorés. Les individus ayant une vie sociale active sont moins sujets au déclin cognitif que ceux qui vivent isolés. La solitude, dans ce contexte, s'avère aussi néfaste que les facteurs de risque traditionnels, comme la sédentarité ou une mauvaise alimentation. Des conversations significatives. Échanger des expériences avec de nouveaux individus et entretenir des liens affectifs ne sont pas un simple luxe, mais des éléments essentiels pour préserver la santé cognitive. Il est impératif d'aborder, dans ce contexte, la peur qui motive la plupart des inquiétudes présentées ici, la possibilité de développer des maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence. Bien que le 62e exercice ne soit pas une stratégie de prévention infaillible, les preuves scientifiques indiquent sans équivoque que le maintien d'un cerveau actif et continuellement sollicité offre une protection substantielle. En adoptant de telles pratiques, l'individu construit en réalité une réserve cognitive, un mécanisme qui permet au système nerveux de tolérer des niveaux plus élevés de blessures avant que les symptômes cliniques ne se manifestent. De plus, il favorise l'intégrité des réseaux neuronaux dont la dégénérescence caractérise les premiers stades de la maladie d'Alzheimer. En fin de compte, chaque effort déployé représente une contribution concrète à l'évolution des probabilités en faveur de la préservation des capacités mentales. En ce sens, il convient de mentionner le rapport de Margaret, une ancienne enseignante dont le parcours a été évoqué précédemment. À l'âge de 76 ans, après 2 ans d'application systématique de l'exercice proposé, elle partageait dans une correspondance « Dr Michael, je ne peux pas dire avec certitude que cette pratique m'a épargné le sort de ma mère, mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui je me sens plus lucide mentalement qu'il y a 5 ans. » Cette affirmation illustre le cœur du problème, il ne s'agit pas seulement de retenir des noms ou de suivre des dialogues, même si ces compétences sont d'une pertinence indéniable. L'objectif principal réside dans le maintien de l'autonomie, de l'identité personnelle et de la capacité d'interagir avec le monde selon ses propres conditions. Il s'agit essentiellement d'éviter que l'individu ne devienne un simple spectateur de sa propre existence. Le 62e exercice, bien qu'il s'agisse d'un outil précieux, son potentiel dépend de l'engagement de ceux qui le pratiquent. 1 minute par jour correspond à 7 minutes par semaine, 28 minutes par mois et un peu plus de 5 heures par an. Il serait raisonnable de se demander si un tel investissement temporel équivalent à une fraction minimale d'une année n'est pas pleinement justifié en faveur du futur cognitif. La recommandation est claire, commencez le lendemain matin, avant même le petit déjeuner, avant de consulter vos messages ou de vous lancer dans d'autres activités. Asseyez-vous sur une chaise, respirez profondément, bougez vos membres supérieurs, mettez votre esprit au défi et répétez le processus le lendemain. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que cette habitude devienne aussi automatique que se brosser les dents. Après 4 semaines, observez attentivement les changements. Vérifiez si les mots viennent plus facilement, si les conversations nécessitent moins d'efforts cognitifs ou si le brouillard mental commence à se dissiper. La science offre un soutien sans équivoque. La méthode, quant à elle, est accessible. Il ne reste donc qu'une seule variable déterminante, l'individu.
Le cerveau attend, prêt, que le stimulus nécessaire se renforce au lieu de s'affaiblir. Le vieillissement est un processus inexorable, mais le déclin ne l'est pas. La capacité d'intervenir sur sa propre santé mentale est plus grande qu'on ne le pense généralement. Il faut donc l'exercer.